Ce qui est sensiblement nouveau, c'est la complexité de la situation telle qu'elle est en train de s'installer. Alors je voudrais vous donner quelques éléments qui vont compliquer assez considérablement, disons, les questions pour les 2 ou 3 décennies qui vont venir et sans doute au-delà. La durée de vie d'abord. Nous allons vivre 100 ans. Bon. Dans quel état? C'est autre chose. Enfin, ça veut dire que les élèves qui entrent aujourd'hui en 6e, vous voyez, vont vivre jusqu'en 2110. Un peu plus même. Voilà. Ils vont être confrontés à un monde, et ça, l'expérience de l'Agence de la recherche me l'a appris, dans un monde où l'accélération des connaissances n'a jamais été aussi forte. Et pas seulement l'accélération des savoirs, mais l'accélération des savoir-faire, des technologies, avec, par ailleurs, des dispositifs d'information qui nous bombardent d'informations, parmi lesquelles le tri devra être fait, doit être fait en temps réel, et que aucun État, pour l'instant, un État démocratique, n'est en mesure de contrôler vraiment. Donc, c'est un autre problème. En plus, les modes de vie changent à grande vitesse. L'urbanisation galopante partout dans le monde est en train de changer les modes de vie personnels et professionnels. Et à côté de ça, notre cerveau, lui, ne peut pas changer à cette vitesse-là. Il est forcément contraint, et ces contraintes, même si elles bougent, ne pourront pas bouger du tout à la même vitesse. Il a mis des milliers d'années à s'installer, il a des capacités fantastiques, mais aussi limitées. Donc, si vous voulez, la question des apprentissages et de l'innovation va se poser dans ces conditions-là, avec en plus une situation de compétition qu'on n'a jamais connue. J'ai relevé dans un journal il y a quelques années une statistique extrêmement intéressante. En 2020, oui, 2020 c'est demain, tout à l'heure c'était 2018, non, c'est 2020, on avançait un peu, il y aura approximativement, on ne va pas chipoter pour quelques milliers, aux États-Unis, 27 millions de jeunes à l'université. Il y en aura 26 millions en Europe. C'est bien. Maintenant, écoutez bien, il y en aura 109 millions en Chine et 139 millions en Inde. Voilà. Ça, c'est une situation de compétition qui, en fait, a comme probable conséquence le fait que dans nos sociétés, aux États-Unis comme en Europe, nous devrons faire le choix inévitable d'éviter la sélection. Nous devrons, comme premier objectif, nous donner le soin de mener le plus possible la plus grande partie de la population au plus haut niveau possible, si nous voulons simplement pouvoir gérer cette situation où le nombre d'ingénieurs, le nombre de scientifiques, le nombre de chercheurs sera très différent dans certaines zones par rapport à nous. Et même si on parle, même si on espère une collaboration, cette collaboration sera forcément un peu compétitive et il n'est pas sûr qu'on pourra faire face. Et puis, il y a d'autres phénomènes, alors qui sont moins connus, mais qui courent dans toutes les actualités scientifiques. Par exemple, il y a des robots qui apprennent, et qui apprennent de mieux en mieux, de plus en plus vite, et alors votre ministère est directement concerné. Il est probable, on n'a pas des robots qui obéissent simplement, ils sont capables de s'adapter, c'est-à-dire de changer leur propre base de connaissances, leur propre système de décision et d'action. On a des simulateurs qui vont être des aides à l'apprentissage, mais qui sont également des simulateurs capables d'aller parfois bien au-delà de ce que nous sommes capables de faire.
tout simplement parce qu'ils n'ont pas les mêmes limites de mémoire, par exemple, que celles que nous avons, ou ils n'ont pas la fatigue liée au changement de l'attention. Nous avons les perspectives de la génétique. Celle-ci, alors là encore, votre ministère est directement concerné. Les modifications du génome vont affecter forcément certaines espèces. Vous savez bien que dans les laboratoires du monde, on est en train de changer quelques plantes, changer quelques animaux. Et vous savez bien que c'est de l'innovation. C'est de l'innovation. Mais les conséquences adaptatives de ces innovations sur les pratiques, sur les savoirs, ce sont des éléments pour lesquels nous avons pour l'instant peu d'informations. Et donc, si vous voulez, quand je prends tout ça, je me dis que les défis pour les décennies qui viennent, c'est apprendre plus, apprendre plus vite, apprendre et réapprendre plus souvent, et forcément de manière plus individualisée, puisque nous savons que si nous restons sur des dispositifs qui sont ceux que nous utilisons, généralement, nous accroissons les inégalités. Actuellement, si on laisse le système éducation nationale fonctionner comme il fonctionne, il suffit de regarder les éléments donnés par les évaluations PISA pour voir que les inégalités, loin de se réduire, en France, sont en train de s'accroître. Ce qui n'est pas vrai dans d'autres pays qui donc ont réussi à trouver des dispositifs susceptibles de diminuer ces inégalités. Donc, il me semble qu'on est confronté à deux problèmes. Et ces problèmes, dans une grande mesure, votre ministère s'en est déjà emparé. Il en est conscient depuis longtemps, pour des raisons qui sont liées en grande partie au fait que vous recevez des populations qui, pour certaines, pas toutes, vous avez aussi des gens qui font veto, mais vous avez des populations qui sont confrontées à des difficultés dans l'enseignement traditionnel, voire à des échecs, et donc vous avez appris, en innovant, à gérer ces populations. Ces deux grandes contraintes sont les suivantes. Ce sont, d'une part, les différences interindividuelles, qui sont très importantes et qu'on a beaucoup ignorées. On les a ignorées au point, parfois, de ne pas doter les enseignants de connaissances suffisantes pour qu'ils puissent soupçonner, je ne parle pas de diagnostiquer, c'est pas leur métier, mais soupçonner des difficultés très difficiles à surmonter à l'entrée de l'école élémentaire. Difficultés graphiques, difficultés phonologiques et autres. Ces difficultés sont soupçonnables et elles devraient être prises en charge. Elles ne l'ont pas été. Elles ne le sont pas, ou exceptionnellement. Et vous avez donc, dans vos centres de formation, une partie de ces élèves qui, si on avait pu éliminer, prévenir, intervenir sur ces différences interindividuelles, auraient probablement réussi aussi bien que les autres, puisque ce que nous avons appris, c'est que beaucoup de ces difficultés qui peuvent devenir des troubles, sont des éléments limitants pour les apprentissages, mais seulement dans une certaine mesure. Donc, ces différences interindividuelles, nous devons apprendre à les gérer par l'innovation pédagogique, en prévenant, en intervenant, parfois en remédiant. Et puis, le deuxième problème, et c'est un problème extrêmement important, sans doute un peu trop ignoré, c'est celui de la flexibilité cognitive. Bon, je disais tout à l'heure, on apprend toujours pour demain, mais on peut apprendre pour demain tout de suite, 8 jours, 15 jours, 2 mois, une formation professionnelle qui va mieux vous adapter, vous permettre de résoudre une réinsertion. Et puis vous avez l'avenir lointain. Comment faut-il équiper nos élèves, nos apprentis, pour dans 20 ans ou dans 30 ans? C'est ça notre difficulté majeure aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons innover? Est-ce qu'il faut introduire l'informatique?
est-ce qu'il faut introduire l'informatique à l'école? Ou bien est-ce qu'il faut s'en tenir aux instruments de base en essayant d'obtenir que tout le monde les domine? La lecture, l'écriture, éventuellement la dactylographie, les bases numériques, au point que ce qu'on appelle le socle commun soit un socle dont on ne dise pas simplement qu'il doit être un socle commun, mais dont on s'assure que, allez, on va être tolérant, 95% des élèves le maîtrisent à l'entrée de la classe de 6e. Ça, c'est un problème extrêmement délicat. Ensuite, nous avons toute la question des apprentissages des savoir-faire. Nous savons que les techniques vont évoluent déjà très vite. Les chirurgiens commencent à utiliser des robots. Bientôt, nous serons opérés par des robots qui sont bien plus fiables que les chirurgiens. Pardon pour eux. Nous aurons des voitures qui seront guidées. On pourra se cultiver en voiture comme on peut se cultiver dans le train. Ça, je pense qu'on saura à peu près faire face. En revanche, les savoirs, le fait d'élaborer de nouvelles connaissances et de pouvoir les intégrer, ça constitue un problème essentiel. Les changements conceptuels sont aujourd'hui des changements qu'on connaît mal, dont on sait mal comment ils interviennent, dont on sait mal comment on peut induire leur modification. Et donc, de ce point de vue-là, les innovations sont attendues.